va donc évoluer dans ce programme, puisque nous sommes le mercredi, on parle des problématiques liées à l'environnement. On a commencé la semaine dernière par évoquer la question cruciale de l'eau. Hier, même dans l'émission, la colère de Charles Armel revenait également sur cette problématique qui est essentielle aujourd'hui. On profite donc encore de sa présence au Cameroun, de notre consultant en matière environnementale, M. Alain Roger Fotso Dada, pour qu'il nous en dise un peu plus, peut-être justement en rapport avec le sujet en débat tout à l'heure, puisque l'urbanisation relève aussi de l'environnement en matière de panneaux et de plaques. Vous résidez aux États-Unis, je crois qu'en Occident, c'est des choses qui ne font plus débat en réalité. Hein. Non, bonjour, oui. Bonjour à tous. Je crois que ça ne devrait pas faire un débat sur la signalisation dans la ville. C'est le b.a.-ba de ce qu'une communauté devrait donner à la population. Donc on devrait pouvoir se diriger sans embâche. Mais une autre chose que je voulais annoncer sur mon point de vue personnel dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'incivisme par rapport aux usagers. Même dans les endroits où j'ai vu des signalisations bien marquées, les gens ils se foutent pas mal de cette signalisation et ça entraîne des accidents parfois mortels. Donc je pense qu'il y a une note d'incivisme dans tout cela, mais aussi il y a le fait que les sanctions ne suivent pas. Parce que si vous sanctionnez quelqu'un durement pour avoir violé un feu rouge, si vous le sanctionnez durement pour avoir violé un signe stop, la prochaine fois il ne le fera pas. Très bien. Voilà ce qu'on pourrait dire à votre suite sur ce sujet. Revenons donc à notre problématique du jour, l'eau et l'environnement au Cameroun. On avait déjà retenu de votre premier passage que c'est difficile aujourd'hui d'avoir affaire au Cameroun à de l'eau réellement potable. Oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Parce que même l'eau des forages, aviez-vous énoncé, n'est pas la bonne aujourd'hui dans la plupart des forages qui existent. Elle n'est pas la bonne quand elle n'est pas traitée. Mais si elle est traitée, elle est meilleure. Comment doit-elle être traitée finalement? Parce que traiter son eau, c'est déjà... la dernière fois, on s'est arrêté au niveau des analyses. Je disais tantôt la dernière fois, il faut à la fin de son forage pouvoir faire des analyses bien précises, connaître les problèmes que cette eau renferme en termes d'éléments minéraux qui sont en quantité en dehors de la norme. Et puis, quand on a défini ces éléments qui sont en dehors de la norme, on fait appel à un traiteur d'eau maintenant qui va faire une série de traitements appropriés. Parce qu'il faut bien comprendre que le traitement de l'eau, c'est un agencement d'opérations unitaires, dont la filtration fait partie. Parce qu'au Cameroun, quand on parle de traitement de l'eau, les gens ont tout tendance à dire c'est la filtration. Non, la filtration est une étape dans le traitement de l'eau. Donc, il faut bien comprendre que le traitement de l'eau est un agencement d'opérations unitaires, que ce soit mécaniques ou alors de transfert, qui permettent à la fin d'obtenir une eau de qualité potable. Très bien. Charles Armel, vous avez une préoccupation spécifique pour cette édition aujourd'hui? Oui, c'est la question de la distribution. La question portant sur la distribution. Parce que nous avons fait un constat suivant lequel les gens vont se faire abonner. Comment expliquer? Je prends un cas, c'est vrai que vous ne représentez pas. Comment les gens vont se faire abonner? Ils vont se faire s'abonner pour une distribution d'eau. On sait déjà au niveau de la structure qu'il y a des soucis. Est-ce que à ce niveau, traitement et distribution, il n'y a pas une corrélation qui peut donner au niveau du robinet une qualité médiocre de l'eau? Il y a une corrélation directe entre le captage. En fait, les étapes dans l'obtention de l'eau à son robinet sont le captage, qui peut être d'un forage, qui peut être d'une rivière. Maintenant, il y a le traitement dans une station de traitement. Et puis la grande étape, c'est la distribution de l'eau, qui est même l'étape critique. Parce que si vous faites un bon plat à la maison et que vous le servez vous le mettez sur le sol, ce n'est plus un bon plat. Donc si vous traitez de l'eau et que dans la distribution, il y a un échec, ça veut dire que vous n'avez jamais traité votre eau. Donc, la distribution est une étape très importante. Et il faut bien comprendre les mécanismes de distribution pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on a une eau potable à son robinet ou alors on ne l'a pas. Ou alors comment est-ce qu'on peut avoir un forage et qu'on n'a pas de l'eau potable à la sortie du robinet. Alors, est-ce qu'on peut traiter toutes les eaux, on peut traiter tout type d'eau et rendre potable? Oui, toutes les eaux sont traitables et potables. Je vous donne un exemple simple. Vous allez aller dans les grandes villes comme à New York. On va me dire, New York, c'est pas Douala. Mais là-bas, on utilise les eaux usées que la population reconsomme. C'est-à-dire qu'on traite les eaux à partir des eaux usées, qu'on remet dans le circuit. Parce que l'eau ne se perd pas. L'eau fait un cycle dans la nature. L'eau fait un cycle. Et vous avez à peine 2% sur... Le globe terrestre est composé de 75% d'eau.
Mais sur les 75% d'eau, vous avez à peine 2% qui sont de l'eau douce, qui sont potables déjà. Donc le reste est traité avant d'être utilisé. Donc il faut bien comprendre qu'on peut traiter n'importe quelle qualité d'eau pour en avoir une eau potable, du moment où on fait les opérations unitaires nécessaires par rapport à la qualité de l'eau qu'on va obtenir. Alors, sachant que vous avez fait une étude pratiquement sur l'ensemble des cours d'eau au Cameroun, qu'est-ce qui explique le problème de la distribution de l'eau au Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, près de 80% de la population camerounaise n'a pas accès de manière individuelle à l'eau potable. L'accès à l'eau potable, là, je crois que là, c'est une mission régalienne de l'État au Cameroun. C'est eux qui décident. Ils ont un plan directeur pour donner de l'eau potable. Maintenant, si dans une ville comme Douala, moi j'ai toujours travaillé là-dessus, si dans une ville comme Douala, on a à peine une arrivée d'eau, c'est un problème. Parce qu'une ville comme Douala devrait avoir 4-5 arrivées d'eau pour que le consommateur ne sente pas l'arrêt d'une station d'eau. Je vous donne un exemple. Quand vous allez sur la page Facebook de la Camerounaise des eaux, vous allez toujours avoir un message chaque jour. C'est quotidien. Ils vont vous dire, par suite des travaux sur notre station de Akomiada, les populations de Yaoundé 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'auront pas d'eau de tel jour à tel jour parce qu'il y a des travaux. Le lendemain, ce sera Douala qui va vous dire s'il y a un problème sur la station à Yato qui fait que les quartiers de X, Y, Z n'auront pas d'eau. Ça, c'est parce qu'ils ont une seule source d'eau pour la ville. Ils ont une seule grande source d'eau dans la ville. Donc, du coup, la distribution devient un problème. Parce que pour prendre de l'eau à Yato et l'amener dans la ville de Douala, si une des pompes de relevage à un certain niveau s'arrête, ça veut dire que toute la ville est paralysée. Et moi, j'ai toujours prôné le fait que je ne connais pas les plans d'investissement qu'ils ont, je ne connais pas quels sont les plans directeurs qu'ils ont, mais une ville comme Douala devrait être divisée aujourd'hui en districts de distribution. Parce que si vous faites des districts de distribution, quand un des districts a un problème dans sa source de traitement d'eau, ou alors dans sa source de distribution, on emprunte de l'eau au district B pour que la population du district A n'ait pas de problème. Et quand on a fixé le problème, on revient à la normale sans que l'utilisateur ne ressente le manque d'eau. Alors moi j'aimerais savoir, parce que généralement dans certaines maisons on a envie de faire du savoir qu'il y a un récipient où on met de l'eau à boire. J'aimerais savoir combien de temps est-ce qu'on devrait conserver de l'eau dans un récipient? Parce qu'il y a très souvent on dit voilà le seau d'eau à boire. Et ce seau on ne fait que mettre de l'eau qui reste là des jours et des jours. Comment ça devrait se passer? Alors, il devrait être nettoyé je pense que tous les 24 heures. Ou alors vous devrez le désinfecter et vous rassurer qu'il est désinfecté. Parce que si vous enlevez votre doigt dans ce seau après 2 jours et que vous touchez les parois, vous allez sentir... généralement, c'est un peu gluant. Et si vous, à chaque fois que vous ressentez une matière gluante sur votre doigt dans un récipient d'eau, ça veut dire que les bactéries sont en train de se développer. Ça, c'est la preuve que les bactéries se développent. À chaque fois que dans un récipient d'eau, vous avez ces matières gluantes, vous avez un développement bactérien. Justement, comment faire alors pour pouvoir éviter ce genre de situation? Il faut que l'eau soit désinfectée. Et lorsqu'on a désinfecté, je reviens encore sur un point. Lorsque vous avez produit de l'eau, à un point. Je prends le cas de la société publique qui donne de l'eau. Lorsqu'elle a produit de l'eau, il y a le système de désinfection qui fait que vous devrez maintenir, dépendamment du type de désinfection que vous avez. Mais au Cameroun, je pense qu'ils utilisent du chlore pour désinfecter. Si vous désinfectez avec du chlore, il y a ce qu'on appelle le chlore résiduel qui doit être dans l'eau jusqu'à l'utilisation. Ce chlore varie de 0,3 mg litre jusqu'à 2 mg par litre. Donc, à chaque fois que vous faites le test de chlore résiduel dans votre eau potable, vous devez avoir cette quantité de chlore dans l'eau qui permet de détruire les bactéries qui peuvent rentrer dans l'eau lors de la distribution. Si vous n'avez pas ce ratio, votre eau n'est plus potable. Elle est infectée, elle va s'infecter facilement. Tendance. Oui. Papa, pour traiter l'eau, on a besoin de quoi? On peut mettre quoi pour traiter l'eau? Comme j'ai dit, le traitement de l'eau, c'est un agencement d'opération unitaire qui va de la... Ça, c'est un terme technique. En ça, c'est un gros, c'est moi, je ne comprends pas. Autrement, on peut traiter l'eau au quartier. Ou comment traiter l'eau au quartier? Tout dépend des caractéristiques de votre eau au départ. Traiter ou filtrer? Parce que là, la filtration est une étape du traitement de l'eau. Voilà. Ce n'est pas le traitement de l'eau, la filtration. La filtration est une étape. Vous pouvez filtrer. On va de la macrofiltration à l'osmose inverse, qui sont toutes des séquences de filtration. Maintenant, avant de filtrer, qu'est-ce que vous filtrez? Il faut bien définir quelle est la molécule ou alors quel est l'élément que vous voulez filtrer. Et dans ce cas, vous avez le principe de la flocculation qui va se passer, vous avez le principe de la décantation qui va se passer. Monsieur Alain Fotso, parce que pour les gens qui nous écoutent et qui veulent savoir ce qu'il y a à faire,
puisque forcément les sociétés en charge de ces opérations sont un peu défaillantes. Alors, est-ce que dans les quartiers, on peut s'employer à traiter de l'eau? Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Si vous avez un fourrage, vous définissez, vous faites des analyses comme j'ai dit. Maintenant, par rapport aux éléments que vous avez dans votre eau brute, si il faut faire une décantation, une aération, on peut commencer par l'aération. Si vous avez du fer, on fait l'aération qui consiste à mettre votre eau au contact de l'oxygène, qui va maintenant oxyder le fer, ou alors certains éléments minéraux, et ils vont prendre en masse, et à partir de ce moment, vous passez à la décantation. Après la décantation, vous pouvez maintenant faire une filtration. Par rapport à la grosseur des molécules, vous mettez une batterie de filtres allant des grosses pores aux plus petites pores, c'est-à-dire que vous pouvez aller de 1 micron à 0,1 micron. Là, vous mettez cette batterie de filtres. Est-ce qu'elles vont comprendre? Alors, pour c'est très important parce que quand vous allez dans les c'est trop scientifique là. Je pense pas qu'on peut s'en sortir dans le quartier. Il faut un spécialiste. Expliquez-nous le là. Par exemple, bon, laissez le cas d'une femme ou d'un monsieur qui a le four, qui a prenez le cas d'un monsieur qui a puisé son eau du fourrage et qui à la maison veut la rendre potable pour boire. Dites-nous un peu comment est-ce qu'il peut faire. C'est assez simple. Le principe, à ce moment, il faudrait juste qu'il désinfecte son eau. Si on se rassure qu'il n'y a pas d'éléments. Désinfecter, on va passer à la désinfection archaïque qui consiste à chauffer son eau. Ouais. Si vous la chauffez, si elle est en ébullition, ou alors si elle est en début d'ébullition, vous avez 98% des germes pathogènes qui sont détruits. Ça, c'est le traitement de base que vous pouvez faire. C'est-à-dire désinfecter son eau pour pouvoir la consommer. Mais maintenant, vous ne pouvez pas faire autre chose que ça si vous ne faites pas une batterie d'analyse pour connaître exactement les éléments minéraux qu'il faut enlever en surplus. Je prends l'exemple du plomb qui peut causer beaucoup de cancer aujourd'hui. Je prends le cas du nitrate qu'il faut absolument qu'on ne peut détecter la présence que par des analyses. Vous ne faites pas d'analyse, vous n'allez pas détecter cela. Et pour enlever les nitrates, il y a des filtres bien spécifiques pour les nitrates. Mais il faudrait déjà savoir si son eau contient ce nitrate ou pas. Donc il faut encore faire des il faut toujours faire des analyses. Vous ne pouvez pas aller à la pharmacie payer un médicament sans savoir de quoi vous souffrez. Et un père à la maison, oui maman, on va faire les analyses là, comment? Mais vous avez des laboratoires spécifiques là-dessus. Ou alors, il y a des organismes qui peuvent faire ces analyses. Bon, monsieur, parce qu'il faut bien préciser que l'eau, c'est la vie. Il faut bien préciser que les problèmes d'eau potable, c'est un problème de santé publique. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser à dire, je ne peux pas me mettre ici et vous dire, prenez de l'eau et vous la buvez simplement. C'est un problème de santé publique. Mais dites-moi un peu, en parlant de forage, on a par exemple les quartiers un peu éloignés, comme le quartier Bois des Singes, où les corps, parfois on peut enterrer les gens, on va jeter les gens. Et après peut-être 50 mètres, tu vois un forage. C'est une catastrophe écologique. Pardon? C'est une catastrophe écologique. Très bien. C'est une catastrophe écologique. On ne devrait même pas pouvoir avoir de l'eau. Parce que lorsque l'on veut faire même un forage, il y a un minimum de distance par rapport même à une ferme. C'est-à-dire que si vous avez un endroit où on élève du bétail, il y a un minimum de distance avant de faire un forage. Donc maintenant, si vous faites un forage à 10 mètres d'un cimetière, alors là, bonjour la catastrophe. Isabelle. J'ai envie de savoir, quand on parle d'eau potable, est-ce que ça s'arrête seulement à la consommation? Parce qu'on a vite fait de savoir quel type d'eau aussi, même pour pouvoir prendre son bain avec, pour pouvoir cuisiner avec. Mais de l'eau potable. Ben justement, on a vite fait, lorsqu'on fait la cuisine, de dire que cette eau va passer par le feu, c'est-à-dire que lors de la cuisson, donc, on peut s'attarder à utiliser tout type d'eau. Non, je ne suis pas d'accord sur ce principe. Je ne suis pas d'accord avec ce procédé. Si vous avez besoin de l'eau potable, c'est pour toute utilisation humaine. Est-ce que vous pouvez prendre un bain sans que 2 ou 3 gouttes de l'eau ne rentrent dans votre bouche? Est-ce qu'il est possible pour vous de prendre un bain sans qu'il y ait 2 ou 3 gouttes d'eau qui ne rentrent dans votre bouche? Donc du coup, vous êtes déjà ouverte. Les pores de la peau, votre peau, elle a des pores, c'est ouvert, ça peut rentrer. Tout dépend de ce que vous avez dans votre eau. Vous avez des gens qui vont prendre leur bain dans les régions de Douala, et à la fin du bain, la peau est blanche. Parce que l'eau contient du calcaire. Parce que la peau a été attaquée. Parce que la peau est irritée, dans sa défense, elle sécrète un mucus qui fait que votre peau, vous avez cette substance blanche qui apparaît sur votre peau. Mais pendant la cuisson, est-ce que tous ces microbes ne périssent pas? Les microbes vont périr. Mais maintenant, les éléments minéraux, où est-ce qu'ils vont? Ils vont se concentrer dans votre repas. Mais ce façon,
Mais cette façon, nous on a l'eau du forage au quartier. L'eau est un peu comme l'eau de la mer. Mais les gens ne boivent pas, mais on prépare avec, on se lave avec. Je ne peux pas le conseiller. Je ne vais pas le conseiller. Une eau pour toute utilisation humaine doit être potable. Comme j'ai dit, il y a le principe de la concentration. Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple simple. Quand vous prenez un produit, je vais dire un insecticide, que vous pulvérisez dans votre chambre tous les soirs pour tuer les moustiques. Si vous voulez savoir combien de jours il faut à cet insecticide pour vous tuer, vous l'homme, prenez votre poids et vous divisez par le poids des moustiques et vous aurez le nombre de jours qui vous reste à vivre avec cet insecticide tous les soirs. C'est le même principe avec de l'eau. Lorsque vous avez une eau qui contient 0,01 milligrammes d'arsenic à l'intérieur, faites votre poids divisé par cela et vous allez voir combien de jours vous allez faire pour concentrer. Parce que votre organisme, avec 1 ou 2 milligrammes d'arsenic, vous êtes mort. Donc vous faites 0,01 mg par litre, vous divisez par 2 mg, vous allez voir quelle quantité de jours il vous faut pour passer à trépas. Monsieur Fotso, j'ai une question de but en blanc. Laissez un peu l'aspect. Posez la question, cher Lamel. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont conscience, ceux qui sont à la Camerounaise des eaux, ceux qui sont à Kamwata, est-ce qu'ils ont conscience de ce que vous êtes en train de dire, des risques que présente l'eau, la mauvaise utilisation de l'eau au Cameroun? Je pense qu'ils sont conscients de l'eau. Si c'est leur métier, ils savent tous les risques que l'eau encourt, que la population encourt lorsqu'elle reçoit de l'eau. Mais maintenant, est-ce que ceux-là qui sont mandatés pour le faire, est-ce qu'ils ont cette conscience-là? Mais je crois que le top management devrait savoir, ils ont une ligne directrice. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on ne connaît pas quelle est leur ligne interne. Donc maintenant, ils savent, ils disent, voilà ce que l'on doit faire. Et puis derrière, même le consommateur a sa responsabilité. Ce n'est pas seulement eux qui ont une responsabilité, c'est le consommateur. Le comportement du consommateur est un facteur important sur l'utilisation de l'eau potable. Alors, est-ce qu'on a quelques questions, Isabelle? Oui, oui, Charles Lamel, vous terminez. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une manière aussi archaïque, une façon de savoir que si je suis dans la zone du sud, Cameroun, dans la zone de l'est, dans la zone de l'ouest ou du littoral, il y aura une forte propension à avoir du nitrate, à avoir du fer, du calcaire. Est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas savoir, essayer d'éviter? Est-ce qu'il faut prendre l'eau des sources, comme on sait que dans le village, l'eau du marigot? Comment on peut faire? Effectivement, la société qui distribue de l'eau devrait, voilà ce qui devrait être fait. Il devrait à chaque fois dire aux clients, nous prélevons l'eau que vous recevez à Douala, est prélevée sur le Mungo. Quand elle est prélevée, on a 0,2 mg de nitrate, on a 0,1 mg d'arsenic, et vous donne les conditions de départ. Et vous disent, quand nous avons traité cette eau, voici les conditions que l'on a. Maintenant, les caractéristiques de l'eau brute peuvent varier par rapport aux saisons. Et ils vous disent, de novembre à décembre, voici les caractéristiques approximatives que nous avons. Et nous, nous battons pour traiter l'eau pour que vous ayez ces caractéristiques X à votre robinet. Maintenant, ça c'est leur devoir d'informer. Ils ont le devoir de vous informer. Ce qui fait que... Ce qui n'est pas fait jusque-là. Les conditions à l'est, dans le centre, vous n'avez pas les mêmes sources d'eau. Et quand vous avez des sources différentes d'eau, vous avez un traitement différent de l'eau. En écoutant M. Fotso ce matin, on est vraiment en plein dans une catastrophe permanente. C'est une catastrophe écologique parce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on court de très très gros risques vu l'environnement dans lequel nous sommes obligés de rester au Cameroun. Isabelle Carole, quelques formulations de téléspectateurs. Alors, James depuis Yaoundé, bonjour Monsieur Fotso. Est-ce que quand l'eau est glacée à un degré élevé, les microbes deviennent inactifs? Ben, les microbes, ils vivent quand l'eau, il n'y a que la température élevée qui peut tuer de l'eau. À moins que vous mettez cette eau dans de l'azote. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dans un kyste, vous les endormez simplement. Et dès que l'eau va revenir à la température ambiante, vous l'avez vivant. Vous avez les microbes qui sont vivants. Donc la meilleure façon de désinfecter une eau, c'est d'élever la température. On a un autre état qui envoie le message et demande tout simplement à savoir si la qualité de l'eau, parce qu'il parle du forage aujourd'hui, elle est claire le premier jour, mais dans les autres jours, c'est pas moins clair. Et il ajoute du jus de citron dans l'eau. Est-ce que c'est assez fiable? Le goût de citron dont il parle, c'est le goût salé. C'est l'addition de tous les minéraux qu'il a dans l'eau qui lui donne ce goût. Parfois, vous pouvez avoir fait votre forage sur une décharge. Vous ne connaissez pas quels sont les éléments industriels qui ont été mis dans cette décharge.
Vous pouvez avoir une nappe qui a été contaminée. Le goût salé est fonction des éléments minéraux que vous rencontrez dans votre eau. Et je reviens encore sur le principe de l'eau est potable le premier jour, elle est claire, pardon, le premier jour, et après change de couleur. C'est simplement, comme j'expliquais la semaine dernière, vous avez du fer dans l'eau qui, au contact de l'oxygène, s'oxyde et prend une autre coloration. Et les foreurs ont trouvé cette passe pour vous dire, nous on vous donne l'eau potable, et le premier jour, justement, l'eau qui sort, elle est claire, mais après, ils vous laissent dans les... Il a parlé du citron. Il a parlé du citron qu'il ajoute. Quelle est la valeur ou le rôle du citron dans ce type d'eau? Parce que les gens ont tendance à dire qu'en mettant le citron, ils rendent l'eau potable. Non, mais le citron, c'est juste du goût. Mais attention, c'est comme si vous mettez de la framboise dans votre eau, ou alors vous mettez de la vanille. Ça n'a rien dans le traitement de l'eau, mon Dieu. On a Ingrid qui envoie le message et qui aimerait savoir si toutes les eaux minérales commercialisées sont fiables. Très bonne question. Alors, maintenant, c'est à la norme camerounaise de définir cela, ou alors les laboratoires de contrôle. Parce que là, je crois qu'il y a un gendarme sur la qualité des eaux qui sont distribuées, qui doit de temps en temps faire des traitements, faire des tests de routine chez les producteurs d'eau minérale pour les rappeler à l'ordre sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour maintenir une certaine qualité de l'eau. Quels sont les standards, critères standards pour une bonne eau minérale? Vous pouvez nous les rappeler? Parce qu'on comprend, bon, on ne sait pas s'il y a un organe, on va dire, régulateur en cette matière-là, mais pour l'information de nos téléspectateurs, pour qu'ils sachent quelle est la bonne eau minérale à consommer aujourd'hui, sans citer les marques. Non, une eau minérale doit d'abord être potable. Potable veut dire désinfectée. Donc, elle ne contient aucune bactérie. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, les éléments minéraux qui sont dans cette eau doivent suivre la norme camerounaise. Ou alors, si cette norme n'existait pas encore, la norme de l'OMS. C'est simple. On peut regarder sur la norme, ils ont les normes camerounaises, ils vont regarder quelles sont les normes. La norme OMS en matière d'eau, c'est la... Pour le calcium, par exemple, c'est de 0 à 35 mg par litre. Vous avez le calcium, le magnésium qui doit être entre 0 et 17 mg par litre. Ensuite, vous avez les nitrites qui doivent être de 0. Les nitrates qui doivent être de 0. L'arsenic doit être 0. Le fluor doit être inférieur à 0,01 mg par litre. Et la semaine dernière, on disait déjà, Isabelle, que les eaux en sachet sont totalement pas recommandées du tout. Hein. Tu vois, en sachet, tu vois comme il y a le gluant. Quand tu finis de boire, tu envoies le doigt dans le plastique, tu vois comment ça glisse. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne eau. Cette eau est déjà infectée. Je n'ai pas dit. J'ai bien précisé, j'ai bien dit au début de l'émission que si vous avez un goût de un toucher gluant sur une quelconque surface qui contient de l'eau, cette eau n'est plus potable. Très bien. Isabelle, question? Oui, on demande... On vend ça moins cher jusqu'à 150 sachets à 1500 francs. On tombe aussi dedans, hein, papa. 150 sachets d'eau. Comme on dit que l'eau, c'est la vie. On vient nous vendre un gros plastique comme ça, 150 sachets d'eau. Tu n'es pas obligé d'acheter tendance. Tu n'achètes pas. C'est moi qui fais ça. Quand il faut comme ça, dire aux enfants que c'est de l'eau minérale. Je pense que le client devrait à un moment donné être exigeant pour sa propre santé. Je parlais tout à l'heure de la responsabilité. Et la responsabilité vient du fait que vous dites, moi je ne vais pas boire de cette eau. Il y a différentes marques. Il y a des marques sur le marché qui ont une autorité publique, où vous êtes quand même sûr qu'il y a un certain type de contrôle qualité qui peut se faire. Et elle ne coûte pas aussi cher que ça. Quand vous faites le ratio prix, qualité-prix, vous voyez que tous sont en train de vendre au même prix, mais vous avez le choix d'acheter de l'eau de mauvaise qualité. Très bien. Alors, Stéphane de Pépana qui demande si vous organisez souvent des campagnes de sensibilisation pour les populations. La semaine dernière, j'expliquais encore ici, quand nous organisons ce type de campagne, très peu de gens ne viennent pas. Mais si vous organisez une fête où on va manger et boire, tout le monde y sera. Très bien. À la suite de cette question, j'avais une question avant de nous séparer. Vous parlez tellement de façon limpide, vous semblez bien maîtriser votre sujet. Alors, même vous êtes installé en Occident, n'avez-vous pas besoin de proposer votre expertise à la communauté nationale aujourd'hui? C'est le reproche qu'on vous fait, vous qui venez, on va dire, de la diaspora, parce que est-ce que vous vous êtes présenté aux autorités pour apporter votre expertise à la bonne gestion des affaires concernant l'eau au Cameroun? Mais nous nous sommes présentés par rapport au projet que nous avons monté au Cameroun pour informer et apporter notre pierre angulaire sur l'évolution de la qualité de l'eau au Cameroun. Nous avons contacté ceux qu'on devrait contacter. Maintenant, chacun prend le temps qu'il prend pour nous répondre. Nous, on ne va pas... Mais vous pouvez le faire sans nécessairement avoir aussi l'onction de l'État ou bien des pouvoirs publics. Vous pouvez vous installer à votre propre compte. Oui, nous sommes installés à notre propre compte au Cameroun en tant que traiteur d'eau. Nous parlons du traitement de l'eau. Nous avons une structure au Cameroun qui parle uniquement du traitement de l'eau. Très bien. Maintenant, nous amenons les gens... C'est ce qu'on voulait savoir. Merci. Ouais. La suite des questions pour terminer, oui.
Bonjour, monsieur Fauta. Vous entendre parler, on conclut qu'on boit du poison tous les jours, mais comment comprendre que nous sommes toujours debout et en bonne santé? Steve Molundo qui envoie le message. C'est un choix de croire que l'on boit de l'eau potable tous les jours. C'est pourquoi l'on a toujours tendance à dire que les morts sont subites au Cameroun ou alors que les morts sont suspectes. Parce qu'on ne connaît pas son état de santé. Je vous ai donné le principe de la concentration sur certains éléments minéraux qui sont nuisibles, qui sont néfastes à la santé. Ce n'est pas parce que vous l'avez bu aujourd'hui que vous allez mourir demain. Il y a le principe de la concentration qui fait qu'après un certain type d'années, vous développez des maladies. Quelles sont-elles ces maladies-là rapidement auxquelles on s'expose avec la mauvaise consommation? Vous avez les cancers qui sont causés par l'arsenic. Cancer. Vous avez les cancers. Vous avez les maladies hydriques qui font un cycle. Vous n'avez qu'à voir le cycle de retour des maladies hydriques. Elles viennent et elles repartent. Parce que quand elles viennent, tout le monde se met un peu à la bonne eau. Et puis après, on dit, ah, le choléra est parti. C'est une maladie hydrique, le choléra, et quoi? Est-ce que la typhoïde? Oui. La fièvre typhoïde. Ce sont les maladies causées par l'eau. Et beaucoup de Camerounais en meurent tous les jours. Il faut préciser que la typhoïde a atteint actuellement un pic dans la ville. Oui, voilà, beaucoup de personnes. Ça, c'est le problème de l'eau potable. D'après certaines statistiques. C'est clair. Et quand quelqu'un souffre de la typhoïde, il va commencer à s'acheter de l'eau minérale de bonne qualité pour boire ses médicaments. Dès que le médecin lui dit « Ah, vous êtes guéri », il repart aux bonnes anciennes habitudes. C'est une erreur, c'est une aberration. Très bien. On est vraiment vers la fin. Est-ce qu'il y a deux dernières questions? Est-ce que c'est nécessaire de boire l'eau minérale pendant une période et de pouvoir en prendre et d'arrêter? C'est-à-dire qu'on peut comprendre tout de suite, à un moment donné de sa vie, on décide. Moi, je ne vais pas m'attarder sur le terme eau minérale. Le terme eau minérale, c'est un peu comme si on faisait un choix. Moi, je vais m'attarder sur le terme boire de l'eau potable. Boire de l'eau potable. C'est votre choix de boire de l'eau potable. Je vais m'attaquer à un problème qu'on a au Cameroun. Et c'est un constat personnel. Quand vous allez dans un bar, la bière la moins chère coûte 600 francs. Mais la palette d'eau minérale coûte entre 1300 et 1600 francs. Ça veut dire que si vous avez besoin de boire de l'eau minérale, vous avez besoin d'1,5 litre par jour, pour ceux qui boivent beaucoup d'eau. C'est 1,5 litre par jour. Ça veut dire que une palette d'eau minérale qui fait 6 bouteilles vous fera une semaine. Mais alors, elle coûte entre 1300 et 1800. Mais vous n'allez pas voir un Camerounais qui ne boit pas 2 ou 3 bières par jour. Donc, vous avez quelque chose contre les consommateurs de bière? Attention. Non, je veux juste dire que c'est une question de choix. Parce que c'est bien beau de se plaindre tous les jours de la qualité de l'eau, alors qu'on ne fait aucun effort pour boire de l'eau potable. Donc, c'est un choix maintenant de décider de boire de l'eau minérale, en fait, une eau potable tous les jours, que d'aller boire, ingurgiter 1 ou 2 bières tous les jours. Donc, on peut diminuer un peu la consommation en matière de bière et puis avoir de l'eau. Voilà, c'est facile. Tendance. Monsieur Posso, ce que vous dites là, non? Les gars, vous visez les cailloux parce que ça c'est beau au Cameroun. C'est un choix. C'est un choix de vie. C'est un choix personnel et je m'en tire à cette hygiène de vie. Alors, maintenant, celui qui veut avoir de l'eau potable a toutes les cartes sur sa main pour pouvoir faire ce choix. Alors on dit, monsieur Fauta, est-ce que vous le dites parce que vous vivez de l'autre côté et depuis que vous êtes au Cameroun, comment vous comportez-vous vis-à-vis de l'eau? Qu'est-ce que vous utilisez? Comme j'ai donné un exemple simple, j'ai réduit le nombre de bières que je peux boire par jour. C'est un choix. Ou alors je me rassure que là où il n'y a pas de l'eau minérale, je chauffe quand je vais au village. Quand je vais dans mon village là-bas à Bati ou à Batoufam, vous croyez que j'ai de l'eau minérale? Non, il y a une source et puis je chauffe de l'eau pour la boire. Tout simplement. C'est un choix. C'est 2 ou 3 minutes. Je crois qu'on a toujours tendance à dire qu'on est pressé, alors qu'on a l'essentiel qu'on devait faire. C'est un choix que de dire je vais boire de l'eau potable. Ça vous prend 2-3 minutes le matin pour mettre cette eau au feu. Très bien, on va se résumer. Merci. Alain Roger Fotso Dada, spécialiste consultant en environnement. Spécifiquement concernant les questions d'eau, vous étiez à nouveau notre invité ce matin. On se résume. Le Cameroun est riche en potentiel et peut normalement avoir des quantités d'eau suffisantes, d'eau potable, je veux dire, à condition que les sociétés en charge de ces questions-là puissent s'arrimer à la norme internationale. Et puis en matière d'environnement, une ville comme Douala et bien d'autres sur la place au Cameroun devraient faire des efforts dans ce sens-là. Et chacun à son niveau a l'obligation de se soucier de sa propre santé et être assez vigilant. Je crois que j'ai bien résumé ça. C'est clair, c'est clair. C'est avant que les autres, avant qu'on ne jette la balle à l'autre, ou alors avant qu'on ne jette la pierre à l'autre, il faut déjà dire qu'est-ce que je fais au quotidien pour consommer de l'eau potable. Très bien, le Zénith se poursuit avec cette petite pause et la suite des réjouissances, c'est tout de suite après.